tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Aujourd'hui depuis l'Arena de Montpellier à l'occasion de l'Open Sud de France. Comme toute la semaine, TV Sud se mobilise pour vous faire vivre l'ambiance de ce tournoi de tennis international. Et on commence avec les titres de ce mercredi 6 février. 6 matchs de suspension pour les joueurs de handball mis en examen dans l'affaire des paris présumés truqués. C'est la sanction maximale que pouvait leur infliger la Ligue. Depuis lundi, le téléphone ne cesse de sonner à la gendarmerie de Vauvert après l'annonce d'une saisie d'1 millier de bijoux lors du démantèlement d'un réseau de trafiquants d'or. Puis en fin de journal, je vous emmène à Saint-Martin-de-Crau où l'école de musique a fait peau neuve. Depuis la rentrée, elle fait partie des 5 écoles qui forment le conservatoire de la communauté de communes Arles-Cros-Camargue-Montagnette. La sanction sportive est donc tombée hier soir pour les 7 handballeurs mis en cause dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier. Les Montpelliérains Dragan Gajic et Issam Tej, mais aussi Nikola Karabatic, son frère Lucas, Primoz Prost, Samuel Orubia et Mladen Bojinovic ont tous écopé de 6 matchs fermes de suspension par la Ligue de handball. La commission de discipline les juge coupables d'avoir participé directement ou indirectement à des prises de paris. Une sanction à la fois sévère puisqu'il s'agit de la peine maximale qu'elle pouvait prononcer mais qui ne s'appliquera pas dans l'immédiat. Nikola Karabatic, par exemple, a d'ores et déjà annoncé qu'il faisait appel de la décision, un appel suspensif. On le sait, top 14 et tournois Destination ne font pas bon ménage. Ce week-end, le calendrier impose un de ces doublons dans le rugby à Le Secret. Alors que les Bleus reçoivent le Pays de Galles au Stade de France, samedi après-midi, Montpellier reçoit le Biarritz Olympique quelques heures après au Stade Yves du Manoir. Un groupe privé de 5 internationaux. Reportage à l'entraînement, Mouadel Yakabi. Avis de tempête sur Yves du Manoir. Privé de 5 de ses internationaux, qui plus est titulaire, le MHR ne se déplace pas à Biarritz dans les meilleures conditions, à moins que les remplaçants ne décident de se retrousser les manches et prouver qu'eux aussi peuvent prétendre à plus qu'à des bribes de match. L'occasion sera aussi donnée à ceux dont le contrat arrive à terme de se montrer et peut-être espérer une prolongation. Comme je suis en fin de contrat, voilà, je vais me donner à cœur de ce match. J'ai pas beaucoup l'occasion de m'exprimer. Les 3e lignes font des bons matchs. Il y a une grosse concurrence, donc forcément les matchs se font rares et quand on a l'opportunité de faire de commencer titulaire, enfin je crois, mais en tout cas j'ai envie de faire un bon match. Et l'adage qui voudrait que le bonheur des uns fasse le malheur des autres de se vérifier aux dépens de Fabien Galtier. Car les doublons ou quand les rencontres internationales se chevauchent avec le top 14, en plus de nuire au spectacle, sont un véritable casse-tête pour les entraîneurs. Moi j'espère qu'ils vont arrêter les doublons, quoi. Tout simplement, j'espère qu'on va jouer en semaine, qu'on fera 2 matchs en semaine, mais arrêter les doublons. De toute façon, c'est pas bon non plus pour la visibilité, puisqu'on est écrasé par le tournoi et par les matchs d'association, ce qui est normal. Tu peux perdre la qualification sur les doublons. Un challenge d'autant plus relevé qu'en face, Biarritz aura son équipe au complet avec Yashvili et Harry Nordoki, non sélectionnés par Philippe Saint-André. Et ce matin, le président de Montpellier Agglomération a annoncé que le terrain d'entraînement du Stade Yves du Manoir portera désormais le nom d'Éric Béchu, en hommage à l'ex-entraîneur du MHR décédé en début d'année. Le projet d'aménagement du stade de la Mosson a été présenté ce matin à l'agglo de Montpellier. Une réhabilitation devenue nécessaire. La dernière rénovation du stade remonte en effet à la Coupe du Monde 1998 et parmi les travaux programmés, la couverture des tribunes. 3 éléments majeurs, d'une part, bien sûr la couverture de la grande tribune et plus quelques aménagements en termes d'accueil de VIP, de mobilité pour les publics à mobilité réduite et qui s'accompagnent de 2 éléments forts au point de vue architectural. Le premier est ce mât de 76 mètres qui donne l'identification de ce lieu, quoi. Et puis ensuite ce ruban qui enveloppe la coquille, l'enceinte du stade. Ça va changer surtout pour les gens, pour les supporters qui auront quand même la grande tribune qui, quand il pleut, sont mouillés et quelque part financièrement, après il faut le nerf de la guerre, c'est l'argent. Moi je me vois pas, quand j'ai toutes mes loges vendues, tous mes espaces qui ont été vendus, j'ai pas plus, j'ai pas moins, et j'ai même un peu honte de faire payer un certain prix à des clients. Donc au moins on aura un bel outil pour pouvoir aborder. Il y aura plus de place, donc, mais ça on le verra quand on l'aura. Mais c'est vrai que ça permet déjà au niveau convivialité d'avoir des espaces un peu mieux, quoi.
Des travaux qui devraient débuter au premier semestre 2014 pour un chantier livré en 2017. Coût prévu du projet, 50 millions d'euros. Et ici à l'Arena de Montpellier, l'Open Sud de France se poursuit avec ce matin l'élimination surprise de Nikolai Davydenko. Le Russe s'est incliné face à Jarkko Nieminen en 2-7, 6-3, 7-6. Le joueur finlandais est le premier qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Et hier, c'est Benoît Paire qui a créé la surprise. Le joueur originaire d'Avignon a battu l'Espagnol Adrián Menéndez Maceras 6-0, 6-2. Une victoire en moins de 20 minutes. Écoutez. J'ai fait un très bon match aujourd'hui. Tout s'est bien passé, j'étais solide dans mon jeu, j'ai pas fait trop d'erreurs, donc forcément ça, voilà, je l'ai pris à la gorge. Lui était peut-être un petit peu fatigué de son match d'hier, mais voilà, je suis très content de mon niveau de jeu d'aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est vrai qu'à Montpellier, voilà, c'est pas très loin, le public. J'ai été du club de la SPTT Montpellier jeune, donc je pense que oui, le public est un petit peu pour moi quand même. Et voilà, même si je suis pas à domicile comme Richard, on en a parlé un petit peu. Moi, c'est plus Marseille domicile, mais voilà, ça fait toujours plaisir de jouer proche de la maison et voilà, il y a de la famille qui est là, il y a beaucoup de monde qui me supporte et j'espère que ça va continuer comme ça toute cette semaine. Benoît Paire qui est opposé ce soir au Belge Steve Darcis et demain soir, c'est l'autre régional de l'Open qui entre en lice. L'Héraultais Richard Gasquet sera opposé à Gaël Monfils, un match qui compte également pour la qualification en quart de finale de l'Open de tennis. Les arènes de Nîmes interdites aux personnes seules. Un arrêté pris par la ville pour prévenir les suicides. En 2 mois, 5 personnes se sont précipitées depuis l'édifice romain qui fait 30 mètres de haut. 2 personnes sont mortes depuis le début de l'année. À la gendarmerie de Vauvert, depuis lundi, 1 millier de bijoux attendent leurs propriétaires. Il s'agit des butins de cambriolage commis en Languedoc-Roussillon en septembre et octobre dernier. Ces bijoux ont été saisis lorsque le réseau de trafiquants d'or a été démantelé. Leurs photos ont été mises en ligne sur le site de la gendarmerie nationale. Et depuis lundi, à la brigade de Vauvert, les journées sont bien chargées. Reportage Olivier Michel. Oui, la gendarmerie, j'écoute. Depuis hier, le téléphone de la gendarmerie de Vauvert ne cesse de sonner. Et pour cause, c'est sa brigade de recherche qui, en octobre 2012, a interpellé 9 individus impliqués dans des cambriolages et saisi leur butin. 4,8 kilos d'or, soit 1026 bijoux qu'il faut aujourd'hui restituer à leurs propriétaires, d'où la mise en place d'un site internet et d'une ligne téléphonique. Il y a des bijoux spécifiques avec des dates de naissance, avec des initiales ou des prénoms. C'est plus facile à reconnaître et à restituer. La plupart du temps, les gens nous disent que c'est sur leur bonne foi et qu'ils n'ont pas intérêt de récupérer des bijoux qui ne leur appartiennent pas. Pour l'heure, la gendarmerie reçoit une centaine d'appels par jour et une trentaine de bijoux a été identifiés, souvent avec émotion, au vu de leur valeur sentimentale. Ah oui, ils étaient très, très émus et certains même ont pleuré parce que c'était des bijoux auxquels ils tenaient particulièrement. Donc c'est des moments toujours forts. L'enquête a débuté en décembre 2011 dans le Gard, mais le réseau démantelé, à la base duquel se trouve une famille de ressortissants roumains, a lui sévi dans un grand quart sud-est. Les bijoux étaient ensuite écoulés en Belgique. Les bijoux étaient volés par on va appeler ça des petites mains, et qui étaient ensuite apportés à ces resellers qui, eux, les transitaient sur l'étranger pour en tirer leurs bénéfices, quoi. Des bijoux qui provenaient de cambriolage, essentiellement de cambriolage, commis dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et voire en Rhône-Alpes. Les personnes habitant ces régions et victimes de cambriolage entre septembre et octobre 2012 sont invitées à se connecter sur le www.gendarmerie.intérieur.gouv, rubrique à votre service. En cas d'identification de bijoux, ils peuvent contacter la brigade de recherche de Vauvert au 04 66 73 15 25. Le licenciement de Jean-Christophe Jolbert, salarié d'Haribo et Uzès, a été rejeté par l'inspection du travail hier. Mis à pied depuis le 6 décembre 2012, un élan de solidarité avait été lancé pour cet employé, également élu CGT au comité d'hygiène et de sécurité. La direction lui reprochait d'avoir commis 6 fautes graves, des accusations insuffisamment fondées selon l'inspection du travail.
On vous en parlait hier dans le journal. Le loto de l'espoir a attiré plus de 600 personnes hier soir au stade des Costières de Nîmes. Près de 10 500 € ont été collectés à l'occasion de ce projet original porté par une mère au foyer qui souhaitait faire un geste solidaire. La totalité de cette somme sera versée au SAMU social du Gard. Le bilan de l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon, un outil destiné aux communes qui veulent développer leur foncier. En 4 ans d'existence, 68 conventions ont été signées avec plus d'une quarantaine de collectivités de la région. 1190 hectares sont concernés, principalement destinés à accueillir du logement. La priorité est quand même le logement social, parce que c'est ce qui manque le plus en région Languedoc-Roussillon. Bien évidemment, nous avons aussi sur les activités, tout ce qui est lié aux activités économiques, et puis après d'autres sur des sujets bien précis. Mais quand même, la priorité de l'EPF, c'est 70% concernant le logement. Lorsque nous revendons les terrains, il n'y a pas de surenchère, si vous voulez. C'est vraiment négocié au prix des domaines. Et pour les collectivités, ça leur donne un souffle supplémentaire. En conservatoire de musique pour la communauté de communes Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Depuis la rentrée de septembre, 5 écoles de musique disséminées sur le territoire se sont regroupées. L'occasion pour elles de faire peau neuve, comme à Tarascon ou encore à Saint-Martin-de-Croix, où le conservatoire a été inauguré ce week-end. Reportage Olivier Michel. Saint-Martin-de-Croix, c'est au sein du Masbar, une ancienne bergerie, que le conservatoire du Pays d'Arles a élu domicile. Une bergerie qui aurait pu disparaître sous le bruit des tractopelles, puisqu'un promoteur voulait y construire 70 logements. Nous, ça nous a énormément choqué parce que cette bergerie, elle est emblématique sur Saint-Martin parce qu'elle a vraiment la forme des bergeries de Croix. Elle est en plein centre du village, elle est très très ancienne. Donc on a souhaité que la communauté se dote puisqu'elle avait la compétence culture, qu'elle se dote aussi des bâtiments allant avec. Coût de l'opération, 1,2 million pour qu'aujourd'hui résonnent d'autres sonorités que celles des marteaux-piqueurs, celles des 250 élèves inscrits. C'est vrai que nous rentrons dans des locaux tout neufs, nous avons un matériel, une grosse majorité du matériel est neuf, donc c'est vrai que c'est beau et c'est beaucoup plus agréable pour les enfants, pour nous aussi, professeurs. Dans les 5 écoles qui constituent le conservatoire du Pays d'Arles, ils sont ainsi 45 professeurs à officier. Un enseignement qui profite à 1200 élèves, auxquels s'ajoutent les 4000 enfants concernés par les interventions en milieu scolaire. Nous, si vous voulez, sur le conservatoire, on a un projet qui vise à favoriser les pratiques collectives, notamment, vous avez vu le chant choral, mais pas que, puisqu'il y a toutes les pratiques, évidemment, instrumentales aussi collectives qu'on vise à privilégier, parce que, évidemment, pour nous, au niveau où nous en sommes, c'est-à-dire un conservatoire de musique intercommunale, c'est évidemment pas un conservatoire qui va vers la professionnalisation des élèves, mais plutôt pour la pratique plaisir, pour l'apprendre ensemble, pour le bonheur de jouer un instrument, mais surtout de jouer ensemble avec d'autres et devant du public si possible à un moment donné. Après les inaugurations des sites de Tarascon et de Saint-Martin-de-Croix, c'est le conservatoire de la ville d'Arles qui pourrait déménager à l'horizon 2015. Le site pressenti est celui du parc des Ateliers. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain, toujours à l'Arena de Montpellier. Passez une excellente soirée sur TV Sud.